Moi, le matin, je prenais mon petit-déj avant d'aller au lycée. J'entendais les calls de ces salariés et de ma mère et leurs réunions et leurs trucs. Mes parents, ils sont pour beaucoup dans mon éducation. Déjà, vraiment, moi, ils m'ont donné le goût du travail. C'était, ok, n'attends rien de personne, t'en reposes sur personne. Tu m'entendras jamais dire, ah ouais, mais non, j'ai merdé parce que j'étais jeune, j'avais pas la conscience, etc. Et toi, tu vas prendre ta propre voie. T'as une opportunité qui s'ouvre à toi. Saisis-la parce que t'en auras pas deux. Donc moi, j'ai connu un succès avec mon blog. Mes potes étaient étudiants. On sort, on fait ci, on fait ça. Moi, j'étais là, non, les gars, demain à 9h, je suis en chou. Si je repense à la Kenza qui a 16 ans et qui dit à sa mère et à son père, je vais arrêter l'école parce que je ne sers à rien, et que je vois la Kenza d'aujourd'hui, dans ma vie, tout ce que j'ai réussi, souvent, c'est lié à des opportunités qui ont été des chances. Le karma, le destin m'a amené quelque chose et j'en ai fait une force. Mon éducation, mon environnement me permet d'être là où j'en suis aujourd'hui. Je pense que pour d'autres, c'est plus difficile. Il y aura sûrement plus de barrières et plus de difficultés, mais à terme, oui, je pense que tout est possible. Bienvenue sur High Value Entrepreneur, je suis Roger. Les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par l'agence Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Kenza. Salut Roger. Je suis très content qu'on soit ici. On parle souvent ensemble, mais il n'y a pas autant de caméras autour de nous. Il n'y a pas un si joli micro, il n'y a pas un si joli contexte. Il n'y a pas plein de gens derrière. Il n'y a pas plein de gens derrière qui le regardent. Ouais. Je vais pas te présenter. Le podcast, il est fait pour qu'on te découvre aussi, même si beaucoup de gens te connaissent potentiellement déjà, parce que tu es quelqu'un qu'on a déjà vu déjà depuis de nombreuses années sur les réseaux et autre part. Je vais te poser une question directement pour entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la petite Kenza dirait de la vie que tu as eue jusqu'à présent et de la femme que tu es devenue aujourd'hui? J'aime bien cette question, parce qu'elle me touche. La petite Kenza serait plutôt fière de la femme qu'elle est devenue, enfin que je suis devenue. Parce que la petite Kenza, à des moments, elle a pas toujours eu confiance en elle, notamment dans mon parcours scolaire. J'ai souvent douté de moi et de ce que je pouvais accomplir et réussir, etc. J'ai pas l'impression d'être en fin de carrière, mais j'ai l'impression d'avoir accompli quand même 2-3 choses qui ont bien fonctionné et qui en plus me font du bien, me font plaisir. Donc c'est un peu le but de la vie, de se lever chaque matin, je pense, en aimant ce qu'on fait, et c'est le cas, donc c'est cool. Donc elle serait fière? Ouais, elle serait fière. Est-ce que tu peux dire un peu ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? On te connaît sur les réseaux sociaux, Instagram, mais pas que, aussi beaucoup YouTube. Ouais. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Kenza? Aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes, forcément celle de créatrice de contenu, celle à travers laquelle on me connaît, donc aussi bien sur un blog que je mets moins à jour parce que je l'ai démarré en 2008 et qu'on est en 2023 et que les blogs n'ont plus la même popularité aujourd'hui. Sur Instagram, sur YouTube, je parle de mode, de beauté, de lifestyle, beaucoup. Je suis aussi maman. Voilà, d'une petite fille qui a 2 ans et demi. Et à côté de ça, j'organise également des soirées hip-hop old school que tu connais, puisque tu m'as fait l'honneur de venir à Lindell. C'est toi qui m'as fait l'honneur de m'inviter. Et tu es resté jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ah ouais, t'as kiffé. Et voilà, et j'organise ces soirées une fois par mois à Paris. Et un peu en dehors de Paris, on commence à projeter ça. Donc voilà, là, c'est vraiment ce qui me prend le plus de temps. Ma fille, ma création de contenu et mes soirées. T'as quel rapport avec la communication de manière globale, les réseaux sociaux aujourd'hui? Moi, j'ai un rapport qui est plutôt sain aux réseaux sociaux, à la communication sur Internet. Moi, j'ai démarré en 2008, donc comme je te le disais, avec un blog initialement que j'ai créé pour m'amuser, pour me divertir et pour divertir mes proches et non pas une large audience. Par la force des choses, le blog a connu beaucoup de succès. Instagram s'est développé, YouTube aussi, donc je me suis mise dessus. Je suis devenue influenceuse par la force des choses. Alors je déteste ce mot influenceuse, je dis ça un peu vulgairement pour que les gens puissent comprendre, mais j'aime bien. Pourquoi tu le détestes, ce mot? Parce que pour moi le mot influenceuse, il a une connotation qui est assez négative, assez péjorative, notamment depuis qu'il y a eu cette vague de gens issus de la télé-réalité qui se sont mis à faire de l'influence pas de la bonne façon et mettre en avant des produits ou des services qui étaient pas très sains. On va dire ça comme ça. Et puis, je trouve ça très bizarre de dire « moi, j'influence. Moi, je suis une influenceuse. Moi, je vais t'influencer. » En fait, on est tous influenceurs de quelqu'un. Bien sûr. Peu importe le nombre de cas ou d'abonnés que tu as sur Instagram. Je veux dire, moi, ma mère m'a influencée. Personne ne la connaissait, à part les gens de son milieu, dans la pub et dans la mode. On a toujours une nana ou un mec ou quelqu'un qui va t'influencer, qu'il soit connu ou pas. Donc, influenceur, je trouve ça un peu... Je sais pas, je suis pas très à l'aise. Ouais, péjoratif. Pas péjoratif, ça englobe, ça fait un peu fourre-tout. C'est genre, on sait pas trop ce que t'es. Bon, on te met dans cette case d'influenceur parce qu'en fait, tu vas faire une story sur Insta, que tu vas balancer un code de réduction et que tu vas vendre tes petits produits. Ce qui est le cas, je le dénigre pas. Mais j'aime bien dire
créatrice de contenu parce que j'ai l'impression que je fais tellement plus de choses que simplement balancer des codes de réduction, tu vois. Enfin, et je pense que tu le sais parce que t'en as autour de toi des gens qui font ce métier et puis on se parle. C'est beaucoup de casquettes à la fois. Et pour arriver à un stade comme le mien ou celui d'autres personnes, en faire un métier et faire ça à plein temps, moi ça fait 15 ans et je suis pas la plus populaire aujourd'hui. Je pense qu'il faut quand même être suffisamment solide pour remplir suffisamment de missions qui sont celles de community manager, directrice artistique, je sais pas, photographe, retoucheur, je te dis n'importe quoi, hein. Modèle à des moments. Voilà. Entrepreneuse, je sais pas comment tu préfères qu'on le dise. Ouais. Enfin, voilà, donc je me suis un peu éloignée de la question initiale, mais non, est-ce qu'il y a une casquette que tu préfères plus dans ton métier aujourd'hui? C'est drôle que tu me poses cette question parce que j'ai déjà réfléchi. Je me suis dit qu'aujourd'hui, j'arriverais pas à me cantonner à une seule casquette. Je suis tellement formatée à être sur plusieurs fronts à la fois et c'est ça qui m'excite dans ce métier. Et quand on me demande si je me lasse de ce que je fais, je réponds non. On me fait ah ouais, mais ça fait 15 ans, t'es une des plus anciennes. Je me lasse pas. Je rencontre des gens différents selon toutes les campagnes que je fais, que ce soit skincare, que ce soit beauté, mode, lifestyle, etc. Et tous mes briefs sont si différents les uns des autres. En fait, d'une campagne à l'autre que je vais mettre en avant sur mes réseaux, les gens avec qui je vais bosser vont différer, les lieux, les environnements vont différer. Je ne me lasse pas, donc voilà, et même mes casquettes vont changer. Il y a des moments où je vais être appelée à venir sur un shoot, je vais arriver, toute la team va être là, je vais juste poser, faire mon plus beau sourire, communiquer ensuite, et des moments on va me dire ta carte blanche. Tu vois, typiquement Dyson pour qui je suis ambassadrice. Je sais pas si on peut citer des marques. Si, bien sûr, on n'est pas encore TF1. On est mieux que TF1, hein. Ouais. Non, mais tout ça pour te dire qu'effectivement, tu vois, un Dyson pour qui je suis ambassadrice depuis 5 ans, eux, typiquement, c'est ta carte blanche. Voilà. Nous, on veut tant de postes dans l'année, etc. Propose-nous. Et tu disposes. Et là, c'est hyper excitant, tu vois. C'est quoi les trucs que tu aimes le plus dans l'influence aujourd'hui, en tout cas de manière globale dans la communication? Dans l'influence, ce que j'aime le plus et ce que j'ai toujours aimé depuis le départ, c'est l'échange avec ma communauté. C'est un truc de fou. Et je sais pas si aujourd'hui j'arriverai même à m'en passer. Je suis tellement habituée à échanger avec des gens que je connais pas, qui eux me connaissent d'une certaine façon, mais des gens à qui je suis attachée aussi. Parce qu'on parle souvent des abonnés qui nous suivent et cette relation dans ce sens-là, mais ça va dans les deux sens en réalité. Et moi, j'aime l'échange. J'aime pouvoir communiquer, j'aime pouvoir échanger, j'aime pouvoir fédérer. Et c'est quand je fais notamment mes soirées et que je vois toutes ces personnes-là en physique que je me dis « Ah ouais, on est une vraie team, tu vois. » Et je sais pas, je suis peut-être un peu naïve, hein, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on forme une grande famille et que l'union fait la force. Et j'adore ça, en fait. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus cool. Comment on fait ? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une culture de l'instant, de la consommation rapide, création de contenu. Tout est rapide, on scrolle, on passe d'une chose à une autre. 2008, aujourd'hui 2023, Kenza est encore là, on est encore dans le game, hein. Comment c'est, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui, en fait on devient très vite influenceur, on va utiliser ce terme-là, mais très vite influenceur, quasiment instantanément parfois pour certains, mais on disparaît aussi excessivement rapidement. Comment c'est... Il y a très peu de gens, je pense, entre guillemets, ta carrière dans cette de 2008 à aujourd'hui, avec une évolution, avec un changement de vie, de contexte, de direction. Comment on arrive à faire cette perf ? Moi, je pense que déjà, j'ai de la chance parce que j'ai démarré à une époque où on était très, très peu sur la toile. Moi, j'aurais pas aimé connaître le succès là, en 2020. Tu vois, après un buzz sur TikTok, une vidéo avec des millions d'abonnés. Enfin, tu vois, genre... Ça, typiquement, ça m'aurait effrayé parce que c'est trop soudain, c'est violent, c'est hyper agréable, hein. Mais comme tu dis, ça redescend aussi vite. Moi, j'ai pu m'inscrire dans le temps. 2008, j'ai commencé, franchement, on devait être 5-6 créatrices, enfin, à l'époque blogueuses, du coup, mode. J'avais qu'un blog initialement. Et l'avantage qu'on avait à cette époque-là, c'est qu'il n'y avait pas autant de réseaux sociaux. C'était le blog, point barre. Tout le monde se réunissait sur le blog. Moi, j'avais entre 40 000 et 70 000 vues par jour, ce qui était énorme. Les commentaires, ça pouvait aller jusqu'à 400 commentaires par article. Enfin, c'était vraiment un truc assez fat à l'époque. Et je pense que ma chance, elle est là. C'est que j'ai commencé suffisamment tôt pour m'inscrire dans le temps, fédérer et joindre à moi une communauté qui a grandi avec moi. J'ai démarré, j'avais genre 22 ans, tu vois, 22 ou 21, je sais plus précisément, ou 23. J'en ai 36 aujourd'hui. Les filles qui me consultent aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont des filles qui étaient là au démarrage, d'autres qui sont arrivées en cours de route, notamment quand j'ai eu la petite il y a 2 ans et demi, une nouvelle cible donc de maman. Et je pense que j'ai toujours fait les bons choix.
dans mes propositions de collaboration. J'ai toujours eu une conscience professionnelle, toujours eu conscience que mon blog prenait de l'ampleur, qu'à partir du moment où des gens me consultaient, j'avais une certaine responsabilité, même en étant jeune. Ça, j'ai pas l'excuse, tu m'entendras jamais dire « Ah ouais, mais non, j'ai merdé parce que j'étais jeune, j'avais pas la conscience, etc. » Et pourtant, à l'époque, c'était pas aussi encadré juridiquement, par les agences, etc. Mais j'avais déjà une espèce de conscience. Donc, je pense pas avoir déçu à un moment ma communauté. Ou peut-être, sûrement, sur des trucs bidons, tu vois, mais rien de dramatique. Comment on fait pour avoir cette conscience Comment t'as fait pour avoir cette conscience aussi rapidement de vouloir bien faire les choses et de pas faire un peu tout et n'importe quoi? Après, ça fait partie de mon caractère. Moi, je suis de nature assez anxieuse et ambitieuse également. J'ai des parents qui m'ont donné vraiment le goût du travail. Mes parents sont entrepreneurs tous les deux. Ils ont leur société, etc. Enfin, ma mère n'est plus de ce monde, mais à l'époque, c'était le cas. Et j'ai été élevée un peu dans ce mindset-là, tu vois, de faire les choses, de démarrer quelque chose, de faire correctement, avec respect pour toi, pour ceux qui t'entourent, et terminer. Aller toujours au bout des choses. C'est ce qui s'est passé. Quand ce blog a commencé à prendre de l'ampleur, moi, j'étais un peu... Je savais pas vraiment ce que j'allais faire de ma vie. Je sortais d'école de journalisme. Je m'étais barrée avant même d'avoir un diplôme parce que je supportais plus les cours. J'avais envie de vie active. Ma mère m'avait pris sous son aile pour bosser à ses côtés dans une boîte de prod qu'elle avait montée. Ma mère aurait rêvé que je reprenne ses boîtes. Elle en avait 2. Elle faisait de la représentation de photographe de mode et elle avait une boîte de prod. Mais c'était pas mon truc. J'ai fait 2 ans à ses côtés. Vraiment, elle m'a éduquée à la vie en entreprise pour, me mettre un peu le pied à l'étrier. Et c'est pendant que j'étais avec elle que j'ai commencé à créer ce blog. Il a pris de l'ampleur et là, je me suis dit, OK, meuf, saisis ta chance parce que t'en auras pas 10 000, t'as pas de diplôme. J'ai eu des périodes assez sombres au lycée où vraiment, j'ai manqué de confiance en moi et ma grande phrase était de dire, je ne sers à rien, je n'y arriverai pas. Tu vois, parce que je faisais partie de celles qui bossaient énormément, mais qui obtenaient des résultats moyens. Tu sais, le 10, 11 sur 20 parce que j'étais pas scolaire en fin de compte, tu vois, j'étais pas si scolaire que ça. Et en fait non, j'ai juste eu cette conscience professionnelle en me disant waouh, là, c'est un loisir qui devient quelque chose qui te rapporte de l'argent, saisis-le. Et puis j'ai eu des parents qui m'ont encouragée aussi, mine de rien, tu vois, mon entourage m'a pas regardé il y a 15 ans, je peux te dire, avoir un blog, moi ce qui me charriait, c'était pas ma famille, c'était mes potes. Ils se foutaient de ma gueule, vraiment. Pourquoi ils se foutaient de toi? Parce que c'était naze d'avoir un blog. C'était ridicule, enfin, tu vois. Alors, heureusement pour moi, j'ai pas eu cette phase Skyblog. Mais moi, je faisais partie d'un petit milieu, tu vois, très parisien, un peu snobbish, tu vois, où, je traînais soit avec des fils à papa, dont l'avenir était tout tracé, soit avec beaucoup de gens dans le monde créatif, artistique, etc. Je vivais dans le Marais, enfin, tu vois, je sortais dans les bons lieux, etc. Donc, toi... créer un blog, pourquoi finalement tu veux être si proche des gens, tu vois, t'as pas besoin, tu vois, on fait partie d'une certaine hype, nous, tu vois. Il y avait ce snobisme-là un peu pseudo-intellectuel parisien que je ne supporte pas d'ailleurs, que j'ai jamais pu me voir, dont je faisais partie par la force des choses, parce que j'ai grandi là, mais en fait, qui n'est pas moi. Et donc tout ça te sert aussi à avoir pris conscience de ce que tu avais véritablement vu, parce que t'aurais pu y aller, en fait, c'était facile d'y aller dans cette case un peu bobo parisien qui sait un peu tout, qui tout va bien. Finalement, toi, qu'est-ce qui t'a fait passer de j'y vais pas à je vais faire mon truc à moi comme j'ai envie de le faire, un peu envers et contre tous? Je pense que mes parents, ils sont pour beaucoup dans mon éducation. Déjà, vraiment, moi, ils m'ont donné le goût du travail. C'était, OK, n'attends rien de personne, te repose sur personne. Peu importe qu'on soit telle personne, etc. Enfin, vraiment, moi, j'ai été formatée à ça, tu vois. Ça paraît bidon dit comme ça, mais quand tu l'entends depuis que t'es petite, que tu vois tes parents aller au charbon, parler de leurs salariés, parler de ce qu'ils entreprennent, etc., c'est... Voilà, nous, c'était pas genre à 19h fini, la journée est terminée. Enfin, moi, ma mère, elle était avec sa clope à table, son téléphone qui sonnait. On avait le bureau à la maison, tu vois. C'est-à-dire qu'on vivait dans un très, très grand appartement qui était divisé en 2. Il y avait les bureaux de ma mère dans l'appartement pour qu'elle puisse nous driver, mes frères et moi, tu vois, avec ses salariés. On avait un ascenseur qui arrivait dans l'appartement. T'allais à droite, c'était les bureaux. T'allais à gauche, c'était l'appart. Et la cuisine séparait littéralement le bureau. Donc moi, le matin, je prenais mon petit déj avant d'aller au lycée. J'entendais les calls, genre, de ses salariés et de ma mère et leurs réunions et leurs trucs. Enfin, c'est chelou quand même quand tu y penses, tu vois. Genre, aujourd'hui, moi, je pourrais pas faire ça. Tu vois, parce que j'ai besoin de rentrer chez moi et d'avoir, genre, ce truc. Mais voilà, ma mère, elle était comme elle était. Enfin, mes parents étaient divorcés, donc moi, j'ai grandi à ses côtés. Et le soir, c'était pareil. La porte de la cuisine était ouverte sur le bureau, comme elle bossait avec les États-Unis. Et c'était les allers-retours entre le bureau, la cuisine, sa clope, parce qu'elle fumait énormément, son téléphone comme ça nous rendait hystéro, nous. On était là, tu veux pas te poser, dîner avec nous? Je peux pas, j'ai les US, machin, nanana. Et je pense que c'est ce truc-là qui m'a fait dire que toi, tu vas prendre ta propre voie, t'as une opportunité qui s'ouvre à toi, saisis-la parce que t'en auras pas deux.
T'as toujours voulu faire quelque chose dans la mode quand t'étais plus jeune ou ça t'est arrivé un peu dessus par hasard? Honnêtement, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'aimais la mode, mais j'aimais beaucoup la communication. Moi, j'ai fait un bac, alors je crois que ça a changé de nom. À l'époque, c'était un bac STT, option communication. Mhm. C'est peut-être STG maintenant et c'est devenu quelque chose... Oui. bref, je ne sais pas. STT communication et j'étais la meilleure de ma classe en communication. C'est-à-dire qu'on étudiait des cas dans la publicité, etc. Et j'étais genre un si bon élève que mon prof, les années qu'on suivi, a repris tous mes travaux pour les montrer aux élèves qu'on suivi les années ensuite. J'étais vraiment genre une reine de la communication à l'oral. Tout mon bac, pour ma force, c'est que je l'ai passé à l'oral. Et vraiment, là, je me suis dit, bon, t'aimes la mode, t'aimes communiquer, allez, tu vas faire une école de journalisme. Tu vois, c'est ce qui matchait le plus avec ce que je voulais faire. Mais je savais que je serais à mon compte. Je savais pas dans quoi, mais je savais que je serais à mon compte. Mais je savais pas précisément dans quoi. J'ai eu de la chance, en fait. Tu vois? Pourquoi la mode? Qu'est-ce que t'aimes tant dans la mode? J'aime la mode parce que ma mère était dans la mode, en fait, tout bêtement. Ma mère bossait de base en agence de publicité. Elle est ensuite elle est devenue productrice de photos de mode et publicité. Je l'ai toujours accompagnée sur ses shootings, je l'ai toujours assistée, que ce soit pour produire une campagne pour Hermès ou pour un magazine. Donc cet univers de la mode, je le connais. Nous, à table, on parlait pas politique. Nous, on parlait de la dernière campagne réalisée par Mondino, je te dis n'importe quoi. Voilà, la dernière campagne de telle marque, etc. C'était nos discussions. À table, chez nous, c'était des artistes qu'on avait. C'était des photographes de mode, c'était des mannequins, c'était des directeurs artistiques, c'était des patrons d'agences de publicité. Donc, je suis tombée dedans, en fait, quand j'étais petite, tout bêtement. T'aurais pu détester ça aussi, hein. T'aurais pu, tu sais, un peu dire, ça me saoule, j'ai pas envie, j'en ai marre de ce monde. En plus, ils sont partout, ils sont tout le temps chez moi. T'aurais pu aussi être moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi la chose qui t'a plu autant Ouais. dans la mode, dans cette industrie, dans cet univers? En fait, moi, l'univers de la mode, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec le monde de la mode. J'aime la mode, mais je n'aime pas l'univers de la mode. Je n'aime pas ce snobisme ambiant que je retrouve parfois. Je me sens pas à l'aise, c'est pas mon truc. Moi, j'ai toujours tendance à dire que j'aime la mode, mais ce que j'aime plus que tout, c'est l'image, la photographie. C'est la mode aussi, hein, mais les gens du coup qui m'entouraient quand j'étais jeune, c'était des gens qui étaient dans l'image plus que dans la mode. Tu vois, dans la photographie de mode, dans la réalisation de films publicitaires, etc. Évidemment, il y avait des stylistes aussi qui pouvaient m'entourer, ou des mannequins comme je te disais, Bon, c'est toute une industrie, mais alors après, je sais pas, peut-être que moi je le fantasme un peu, mais cette génération qui était celle de mes parents, je trouve, est différente de la nôtre. À l'époque, c'était Sur quel point? je trouve qu'à l'époque, il y avait peut-être moins de gens dans cette industrie aussi qui s'inventaient pas des vies parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui à travers les réseaux qui s'inventent beaucoup de vies, qui se donnent de l'importance et moi qui peuvent me mettre mal à l'aise parce que voilà. Mais bon, c'est aussi la force des réseaux sociaux, hein, c'est ça développe des profils et ça donne de la visibilité à des gens qu'on n'aurait pas eu forcément. Mais à l'époque, j'avais l'impression que c'était des gens qui avaient des vrais statuts, tu vois, genre voilà. Tu penses à qui quand tu dis ça? Par exemple, je peux pas te dire précisément un nom, mais je pense à des patrons d'agences de publicité que moi j'ai écouté, j'étais comme ça, ou même des photographes de mode que j'ai écouté, j'étais comme ça parce que les mecs ils te parlaient avec tellement de passion, de dévotion, il y avait tellement de choses à faire à cette époque dans cette industrie, il y avait du budget déjà, il y en a beaucoup moins aujourd'hui, et j'avais l'impression que tout était réalisable, tu vois. Moi quand j'écoutais mon père et ma mère et que je voyais ce qu'ils arrivaient à mettre au point en partant de rien entre guillemets, je sais pas, moi, ça me faisait rêver. J'avais l'impression que c'était tous une bande de potes qui avaient 20 ans à une époque, tu vois, et qui ont évolué ensemble, tous dans cette industrie, avec des gros postes et des choses à faire et à monter. Et, c'était la publicité à l'époque, quoi. À l'époque, avant les réseaux sociaux. Maintenant, la publicité, elle s'est un peu éparpillée, mais c'est aussi, voilà. On est en 2023, c'est normal qu'il faille évoluer, tu vois, mais, mais peut-être que je vois ça avec mes yeux de petite fille et que c'est de la nostalgie. Enfin, c'est la nostalgie qui me fait parler, tu vois. Tu les as encore, ces yeux de petite fille, aujourd'hui, en 2023? Non, pas vraiment. Ça me fait un peu de peine. Pourquoi? Parce que j'ai grandi et que j'ai conscience des choses et que aujourd'hui, je suis à mon compte et que c'est à moi aujourd'hui de rassurer et de gagner ma vie et pour moi et pour ma fille. Enfin, tu vois, aujourd'hui, naturellement, voilà, moi, je viens plus poser mes fesses à table autour de la table de mes parents avec leurs potes. Tu vois, aujourd'hui, c'est moi qui organise les dîners et c'est ma fille qui vient se poser avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, parce que j'ai grandi tout simplement et que j'ai pris conscience de plein de choses et que j'ai pris aussi des coups, tu vois, forcément. Quand t'évolues dans un milieu et que t'évolues bien, tu peux attirer la jalousie à des moments, tu peux attirer les mauvaises personnes. Moi, il m'en est arrivé des choses en 15 ans, forcément, tu vois. Est-ce que tu peux nous raconter un peu de ce qui t'est arrivé? En tout cas, de parler de ces coups?
Bien sûr, j'ai découvert la jalousie déjà. Typiquement, alors c'est très cliché de dire ça. Ce qui est très bizarre, c'est quand on te connaît un peu, on sait que t'es pas du tout comme ça. Ouais, pas du tout. T'es pas du tout jalouse. Donc comment toi t'as vécu ce sentiment Moi, je de l'ai mal jalousie? vécu pour être honnête. Mais ce qui est bizarre, c'est que la jalousie venait surtout de gens proches qui m'entouraient. Ça m'a fait bizarre. Moi, j'ai tendance à applaudir le succès de mes amis, tu vois. J'ai cette mentalité un peu... je sais pas, je dirais à l'américaine, même si elle est un peu hypocrite parfois, tu vois, où j'ai tendance à t'encourager et te dire, putain, c'est trop bien, être trop contente et je vais avoir envie de m'impliquer et de pousser la personne vers le haut parce que je suis profondément de cette nature-là. Moi, j'ai remarqué, très vite, alors c'est de la jalousie sans qu'on me dise, je suis jalouse de toi, c'est des petites actions de gens qui ont pu m'entourer pendant des années qui, dès lors où j'ai évolué, et que j'ai eu moins de temps libre et que j'ai dû me consacrer à des projets professionnels. Moi, à 22 ans, tu vois, je sortais plus en soirée. Là, je reprends du service en faisant mes soirées, je m'éclate, etc. Mais à 22 ans, quand moi, j'ai connu un succès avec mon blog, je me souviens, et c'est ce que je dis à chaque fois, je recevais des messages, moi, mes potes étaient étudiants, on sort, on fait ci, on fait ça. Moi, j'étais là, non, les gars, demain à 9h, je suis en shoot, tu vois. Parce que j'avais vraiment déjà un rythme d'adulte, je payais déjà mon propre loyer, j'ai été projetée dans une vie active tellement vite et je voulais saisir ce truc-là. Et t'entends des choses, t'entends que, typiquement, tu vois, genre... T'as changé. Alors, pas le t'as changé, mais tu vois la réflexion à la con, pardon, je parle pas très bien. Tu peux y aller, Okay. on peut dire des gros mots, on peut tout dire. La réflexion à la con, t'es autour d'une table avec des copains et t'entends, tu vas parler du boulot, etc., machin, et tu vois, tu vas dire, bon, je suis un peu débordée en ce moment, j'ai tel truc, tel OP, machin, nanana, et de toute façon, à quel moment toi t'es pas débordée? Tu sais, c'est... Mais avec de l'ironie, tu vois, ou sinon, typiquement, on va t'organiser quelque chose et ça va te revenir aux oreilles. Tu vas avoir la réflexion d'une très bonne amie à toi qui va être, de toute façon, Kenza, elle a déjà tout, elle reçoit tout, elle a tout vu, elle a tout vécu. Elle a besoin de rien, on n'a pas besoin, tu vois, de lui offrir quoi que ce soit. C'est pas de la jalousie à proprement parler, mais c'est des réflexions qui vexent, tu vois. Parce que les gens s'imaginent que, du coup, tu vis cette fast life et que t'as pas besoin des fondements en fait et des repères avec lesquels tu as évolué, alors que c'est pas le cas. Et la jalousie, alors peut-être dans mon métier, peut-être dans mon industrie, il y en a eu. Moi, je m'y suis jamais intéressée personnellement, mais ce qui m'a fait du mal effectivement, c'est les réflexions des gens qui m'ont entourée à des moments. Et dans l'univers de la mode, parce que c'est un milieu qui est quand même très critique, il y a même il y a des personnes qui sont spécialisées pour donner leur avis sur des choses concrètes. Comment ça se passe quand on est comme toi, qu'on n'est pas du tout une éternelle optimiste? C'est parce que j'ai dit à des personnes que tu serais là au podcast. Ouais. Et moi, comment je t'ai présenté, parce que plein de gens qui connaissent, puis aussi des gens qui ne te connaissent pas, j'ai dit, ce qui est ouf avec Kenza, c'est qu'elle est ultra optimiste, elle est trop gentille. Il y a un vrai côté pétillant, gentil, optimiste. Et moi, je le vois, je te connais comme ça. Et quand j'entends ça, je me dis, mais la Kenza d'il y a quelques années, comment elle réagit à ça, comment elle se protège de cette jalousie et de cette critique, de ce jugement, parce que le monde de la mode, c'est aussi un monde où on juge. Ouais. C'est catégorique, soit c'est génial et c'est soit pas bien et on next et on va aux choses. Comment la Kenza à cette époque, elle arrive à survivre à ça? Ouais. Alors moi, le monde de la mode, j'ai mis un pied dedans, un deuxième un petit peu plus prudemment. J'ai pas mis les deux pieds dedans comme une Léna aujourd'hui, tu vois, comme une Léna qui fait toutes les Fashion Week, qui est Léna Mafouf, oui. qui typiquement pour moi, genre aujourd'hui, une nana qui est dans l'industrie de la mode, tu vois. Et je l'adore, Léna, parce que c'est une personnalité de ouf et elle garde la face alors qu'elle se mange parfois des critiques et des trucs, qu'elle mérite pas. Et je trouve ce milieu très très dur. J'allais dans cette voie-là, étant plus jeune. Je faisais ces Fashion Week un peu partout. J'étais dans cette industrie-là. Et je pense, un peu inconsciemment, j'ai décidé de pas m'y mettre plus que ça. Tu vois, moi, j'aime l'influence, j'aime partager, j'aime fédérer, etc. Mais l'industrie de la mode, précisément, elle m'effraie aussi. Je suis solide, je peux encaisser des critiques, etc. Mais aujourd'hui, par exemple, typiquement, j'aime beaucoup plus l'univers de la musique que celui de la mode, tu vois. Voilà, et à travers mes soirées, c'est ce que je développe, etc. Donc, je me sens pas, j'ai pas l'impression d'être cette nana qui est dans l'industrie de la mode. Je le suis parce que je fais parfois des campagnes mode et que je suis appelée pour mettre en avant des contenus mode sur mes réseaux. Mais je reste la petite meuf tranquille dans son coin, tu vois, qui se fait les Fashion Week quand elle est dispo. Quand elle n'est pas dispo, elle ne les fait pas et c'est pas grave, tu vois. Genre, je veux dire, ça va pas éclater ma carrière. Voilà, tranquille, beaucoup de distance. L'évolution, parce que entre le début et maintenant, est-ce que t'as
que t'as vu la naissance de l'influence ou de devenir influenceur, pour de vrai, dans le vif du sujet en plus. Ouais. Est-ce que t'as vu, cette chose arriver? Est-ce que t'as anticipé que ça allait se passer comme ça? Ouais. Moi, j'ai toujours cru à l'influence. Moi, je me souviens quand j'ai démarré mon blog, jusqu'à peut-être, encore aujourd'hui, ceci dit. Mais typiquement, en 2012, tu vois, 4 ans après la naissance de mon blog, on me disait, mais tu vas faire quoi plus tard? Tu fais quoi l'année prochaine? J'étais là, écoute, ça fait 4 ans que je suis là. Et puis ça fait 5 ans que je suis là. Moi, j'y croyais. Et j'avais vraiment l'impression que la communication sur les réseaux allait s'inscrire dans d'autres sociétés, dans l'ère du temps, etc. Et c'est ce qui se produit. Je pensais pas, en revanche, qu'il allait avoir autant de mouvements et autant de personnes qui allaient se joindre au mouvement, tu vois. Moi, j'ai toujours adoré ça. J'ai adoré qu'on démarre et qu'on soit peu et qu'on se retrouve à beaucoup, qu'on se retrouve sur un voyage de presse à 10, alors qu'à une époque, on aurait été 3. C'est très bidon ce que je te dis. Je me souviens qu'on me disait souvent, enfin moi, les filles de ma génération voyaient ça d'un mauvais œil, genre oh putain, il y a de la concurrence qui arrive, des plus jeunes, etc. Faut pas qu'on s'affiche avec les personnes plus jeunes, faut pas qu'on aille en voyage de presse. Et moi, je me souviens dire, au contraire, l'union fait la force, les gars. Là, ces youtubeurs qu'on méprise. Je me mets dedans par principe, mais je les méprisais pas. Ces youtubeurs qu'on voit comme ça, là, avec des millions de vues, etc., qui parlent de leur vie, qui font des vlogs, etc. Au contraire, nous sommes invités ensemble, nous allons à un événement ensemble, allons-y, justement. Et moi, j'ai toujours aimé ça, justement. J'ai toujours aimé échanger, partager, donner de la force et qu'on se donne de la force avec les plus jeunes générations. J'ai un peu lâché prise depuis TikTok, je dis la vérité. Je trouve qu'aujourd'hui, on glorifie trop facilement une personne sur Internet pour pas grand-chose, tu vois. Pour, je sais pas, un clin d'œil qui va faire rire à un moment. Je te dis n'importe quoi, tu vois. Le buzz pour le buzz, ça m'intéresse pas. Il y en a beaucoup sur TikTok. Il y en a beaucoup. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai tendance à scroller sur TikTok parce que... Alors, j'adore TikTok. Mais c'est une appli qui me fait très peur parce que, en fait, tu peux rester des heures et des heures à scroller, te dire, putain, faudrait que je fasse ça, etc. Je suis pas hyper active sur TikTok. Mais voilà, moi, j'ai vraiment, entre guillemets, lâché, après cette arrivée de jeunes youtubeurs, je pense typiquement à Léna, tu vois, qui était youtubeuse que moi je suivais avant même qu'elle ne cartonne parce que j'ai toujours aimé ses montages et voilà, une fille comme Maya adorable. Elles sont beaucoup plus jeunes que moi, tu vois, et leur contenu n'était pas un contenu qui m'intéressait à proprement parler, mais j'ai toujours été fascinée de me dire waouh, mais ces jeunes générations là, elles ont 20 piges, elles savent monter, elles savent filmer, elles savent se mettre en scène, elles savent fédérer, mais avec une conscience, tu vois, c'est un truc de fou. Et en fait, ouais, moi j'ai toujours vu ça d'un bon œil. Et ça m'effraie pas plus que ça. Je me dis que c'est normal qu'à un moment, il y ait des nouvelles personnes qui arrivent, quoi. Qu'est-ce que tu penses que vont devenir les réseaux sociaux ou qu'est-ce que va devenir l'influence dans quelques années? Qu'est-ce que la Kenza, maintenant qui a quelques années d'expérience dans le milieu, voit de l'évolution de l'influence, ou en tout cas du métier de créateur de contenu? Moi, j'aime bien ce que devient l'influence parce qu'il y a des lois qui se mettent en place déjà pour commencer et qui auraient dû être mises en place bien plus tôt. Je trouve ça bien qu'on soit le premier pays à structurer un petit peu tout ça déjà pour commencer, parce que ça fait quand même des années que l'influence existe. Je pense que ça va perdurer. Je pense que même aujourd'hui, une nana comme moi, du haut de mes 36 ans, si je veux, c'est peut-être prétentieux, présomptueux, j'en sais rien, je pense qu'à 50 ans, je peux encore être là, si j'en ai envie. Parce que voilà, ça fait 15 ans, j'ai pas 1 million d'abonnés, mais j'ai toujours une communauté qui m'est fidèle. Donc, si j'arrive à maintenir ça, j'arriverai à le maintenir. Maintenant, je pense que c'est bien, en tout cas, pour des profils comme les miens, de se divertir aussi un peu, tu vois. Parce que personnellement, j'ai besoin d'autre chose aussi. Mais je pense que l'influence sera là. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment maintenant inscrits là-dedans. Encore une fois, je vais parler de Léna parce que pour moi, c'est un modèle de réussite. On l'aura peut-être un jour dans le podcast. Et elle pourra parler de toi aussi si elle veut. Léna, ouais. Si tu nous regardes. Ouais. Une Léna, voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui est là. Ça y est, elle est en place, elle a fait ses preuves, c'est une vraie bosseuse. Moi, pour la connaître un peu en perso, c'est une nana qui a jamais lâché. C'est une bosseuse. Il y a pas de hasard. Elle est pas là par hasard, ouais. Tu vois. Et je suis sûre qu'on entendra parler de Léna dans 10 ans, dans 20 ans. Peut-être avec une autre casquette, tu vois. Mais je me fais pas trop de soucis sur l'influence. J'espère juste qu'on va revenir à une influence peut-être un peu plus responsable, tu vois. Mais ça risque d'être le cas avec toutes les lois qui passent. Il y a juste, comment dire, moi, l'époque des blogs me manque. C'est juste ça, tu vois. Le scroller, cliquer. Tu penses que ça va revenir, les blogs? J'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. Et j'espère que ce sera le cas. À l'époque, on développait des articles avec des belles photos. Tu vois, on faisait attention à les mises en page, on écrivait des textes, on prenait le temps de lire, de se poser.
comme tu dis, on est dans la consommation, dans le scroll, etc. Bon, pourtant, j'en suis actrice, tu vois, mais ça me plaît pas forcément. Moi, j'ai pas eu le choix que de m'adapter. Moi, j'ai littéralement, tu vois, eu les boules quand j'ai vu Instagram qui est arrivé en me disant, c'est pas bon pour moi, ça, tu vois. C'est pas bon du tout. Bon, après, j'ai réussi à convertir, mais... Tu t'adaptes quand même ultra bien. Je pense que pour durer comme ça, dans le temps, sur les différentes plateformes, t'es obligé de comprendre, de t'adapter et en plus de créer du contenu qualitatif qui représente à ce que toi tu veux faire, l'apport de valeur de ta communauté. Je pense que la grosse différence qu'il y a entre quelqu'un qui perce et un créateur de contenu, c'est qu'il comprend peut-être le sens global de sa création, de qu'est-ce que ça amène. Où est-ce que tu as envie d'amener ta communauté? Ou est-ce que, si tu le sais pas, en tout cas je pense que oui, au départ, tu voulais l'emmener où et elle en est où aujourd'hui? Au départ, c'est vrai que je savais pas vraiment où j'allais. Si tu veux, j'animais un blog, j'avais beaucoup de commentaires du monde entier, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, je kiffais, 22 ans, youpi, super cool. Et en fait, quand j'ai compris que j'avais une sorte de responsabilité vis-à-vis de ce que je mettais en avant, là, j'ai fait les choses avec conscience, comme je te le dis à chaque fois. Moi, je veux juste créer une relation de confiance entre ma communauté et moi-même. C'est-à-dire que moi, les filles qui me suivent aujourd'hui, c'est des nanas qui me respectent comme moi je les respecte. Vraiment, on est dans un échange qui est super sain. J'ai pas de haters. Ça m'arrive quelques fois d'en avoir, tu vois, effectivement, quand je prends un avion, je vais me faire défoncer, par 2-3 personnes. Voilà. Mais c'est pas des haters à proprement parler. J'ai eu des haters, j'en ai eu beaucoup. Forcément, au début, où t'as du succès sur ton blog et que on s'autorisait, entre guillemets, à harceler en ligne, etc. Je sais pas vraiment où j'emmène ma communauté. Moi, je sais qu'on est juste dans une relation d'échange saine, qu'elles peuvent compter sur moi pour des conseils, si besoin est. J'aime bien ce rôle d'amie virtuelle, en fait. Et au même titre que j'aimais être cette fille hyper populaire au collège et au lycée, parce que j'étais cette fille-là, hyper proche de tout le monde. Je traînais aussi bien avec des gens qui avaient 3 ans de moins que moi, que des gens qui avaient 3 ans de plus. J'ai toujours été comme ça. J'aime l'humain, en fait, tu vois. Et tant que ça peut perdurer, ça perdurera. Et moi, j'ai besoin de ces personnes aussi, tu vois. Ça m'arrive d'échanger avec des filles parfois, malgré tous les messages que je reçois. Ça part d'une question débile, genre, ah tiens, tu peux me rappeler ton code de réduction, me dire comment t'as fait pour éliminer telle tache pigmentaire. Et voilà. Et puis, on se met à discuter sur un sujet sur la maternité. Ça part en note vocale, tu vois. C'est un échange qui va durer 3 minutes et demie. Je vais prendre des infos qui m'intéressent. La fille va prendre des infos qui l'intéressent. Tout le monde est content, tu vois. Enfin, j'aime bien ce rapport-là. La Kenza que je vois aujourd'hui, elle va dans quelle direction aujourd'hui? La Kenza d'aujourd'hui, elle va dans plusieurs directions. Bon, déjà, elle vient de se réinstaller à Paris. Donc déjà, il lui a fallu un petit temps d'adaptation. Parce que pour les gens qui vont découvrir, t'étais où? T'as fait un stop où? Ouais, j'étais pendant 2 ans à Dubaï. Je me suis séparée de mon ex, du père de ma fille, et je suis restée quelques mois à Dubaï seule avec la petite, et j'ai décidé de revenir pour vraiment poser mes valises à nouveau à Paris, être proche du papa, de la famille, etc. Donc voilà, j'ai enfin trouvé un appartement après 3 mois à Paris, donc ça c'est cool. Là pour l'instant, je pose mes valises, j'inscris ma fille à l'école, ma création de contenu est toujours là. Je développe mes soirées, parce que mes soirées c'est très drôle. L'histoire c'est qu'en fait c'est des soirées que j'organisais il y a 8 ans pour m'amuser entre potes, je mixais un peu comme ça pour rigoler. Et puis en fait, je suis revenue au mois de décembre à Paris pour les fêtes de Noël. J'ai dit à mon meilleur pote, viens, on fait une soirée ensemble, on l'organise ensemble. Mon meilleur pote Il s'appelle comment? Max, il forme un binôme avec Tim, Basement Beats, ce sont des producteurs de rap. Et bref, on s'est dit, allez, on fait une soirée comme ça pour rigoler. Ça a été un carton. On a rempli, mais plus que rempli le Jungle. La première était au Jungle et on s'est dit, tu sais quoi, on va en faire une par mois. Maintenant que je suis à Paris, je peux les développer. Tu vois, je peux être là, je peux faire des rendez-vous, je peux m'en occuper. Voilà, donc il y a ce truc-là aussi qui me prend du temps. J'ai un projet qui me prend beaucoup de temps, dont je t'ai parlé, autour des femmes. Alors sans en dire trop, en fait, j'aimerais bien pouvoir convertir ma relation virtuelle avec les filles en relation physique. Je te la fais très vague, mais tu connais l'histoire. Ça me prend beaucoup de temps parce que c'est un projet auquel je crois beaucoup et j'aimerais que ça perdure sans pour autant mettre de côté ma création de contenu. Et voilà, donc il y a ça. Et voilà, ça c'est vraiment ma création de contenu, mes soirées que je développe et ce projet qui, je pense, mettra un petit peu plus de temps à voir le jour parce que il faut que ce soit carré, quoi. Il y a la vie de maman aussi, parce qu'en fait, t'es allée à Dubaï. Allons sur le sujet de Dubaï, parce que j'y vais de temps en temps. Oui. On a des connaissances là-bas en commun. Ouais. Quand j'y vais, il y a toujours, pour ceux qui sont jamais allés, évidemment. Et Dubaï, c'est comment? Ouais. Et alors,
j'avais pas d'a priori avant d'y aller. En tout cas, moi, j'en avais pas. Quand j'y suis allé, genre, je passe mon temps, alors que j'y habite pas. Ouais. Et pour de vrai, j'ai pas envie d'y habiter. Ouais. Donc, je suis vraiment parti pris sur ce sujet-là. Mais je passe mon temps à expliquer aux gens, non, mais je sais, on va se détendre. C'est pas ce que tu crois. C'est pas du tout ce que je crois, en fait. Et d'où le fait de pourquoi t'es parti à Dubaï, ça pourrait être intéressant. Ouais. Et qu'est-ce que t'en penses de Dubaï ? Alors Dubaï, moi, il faut savoir que c'est ma ville médicament. C'est comme ça que je l'appelle. C'est ma ville sauveuse, vraiment. C'est-à-dire que je la fais très courte. Moi, j'ai perdu ma mère il y a 4 ans. Je suis tombée enceinte. Voilà. Non, mais parce qu'il y a un petit passif, tu vois. En fait, tu pars pas comme ça par hasard. Tu vois, j'ai perdu ma mère il y a 4 ans. Franchement, ça a été une claque vraiment énervée pour moi, dans ma figure. Je suis tombée enceinte 6 mois après. Confinement. Je suis confinée enceinte. J'accouche post-confinement. Ma petite fille a 3 mois, on nous réannonce un deuxième confinement. Enfin, à ce moment-là, dans ma tête, il y a tout qui vrille. Je me dis, putain, j'ai pas ma mère, je tombe enceinte. Waouh, changement de vie, truc, machin, le confinement, je comprends rien à ce qui se passe. C'était une période qui était assez sombre, tu vois. Et pourtant, j'ai adoré être enceinte, j'ai adoré ma grossesse. Mais c'était pas serein, j'étais pas si sereine. Et on avait pour projet avec mon ex à l'époque de s'installer aux États-Unis. On avait nos visas, on avait tout. Tout était prêt, sauf que ma mère est tombée malade et a fait une rechute d'un cancer. On devait partir et j'ai dit, je ne peux pas partir. C'est pas possible, j'ai ma mère qui est là, je sais pas ce qui va se passer. Heureusement, je ne suis pas partie. Donc, on a juste mis de côté ce projet en se disant, le visa est là, on partira quand, voilà. Sauf que je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte et je dis, non, je veux pas partir enceinte, etc. Le confinement. J'appelle mes potes qui habitent aux États-Unis, ils me disent, c'est l'inflation, c'est l'enfer, c'est la guerre. Tu sais pas à ce moment-là. Je dis, tu sais quoi, laisse tomber. Je vais accoucher à Paris. Normal, tranquille, à la maison, à domicile, et on verra. Finalement, et le coup du sort ou du hasard, je sais pas trop. Je me retrouve à Marrakech quand la petite, je sais pas, 4 mois, 5 mois, en vacances, et pour régler des histoires familiales, parce que je suis franco-marocaine. Et ils ferment les frontières vers la France. On peut plus prendre l'avion pour retourner en France. Je suis avec ma gosse, je suis avec mon mec, et il me dit, non, faut prendre l'avion, faut partir, vite, on a 48 heures. Je fais, non, on part pas, stop, c'est bon, ça y est, tu vois, genre, on reste, si on doit rester un mois au Maroc, on reste un mois au Maroc, je peux bosser à distance, c'est pas grave, tu vois. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai mon frère et ma belle-sœur qui étaient à Dubaï parce que mon frère monte sa filiale là-bas. Et je regarde par curiosité sur Internet, peut-être qu'on peut passer à Dubaï pour regagner la France, qui sait, comme ça on en profite, on s'envoie quelques jours avec eux, c'est ce qui se passe. Je vais à Dubaï. Et là, je me dis, ah ouais, ok, je fais 1 semaine à Dubaï avec la petite. Dubaï, je détestais. Je détestais cette ville où j'étais allée pour la première fois d'ailleurs avec ma mère en 2009 pour le travail. Je ne comprenais pas cette ville. Et j'avais une de mes meilleures potes qui y habitait. Quand j'y allais, c'était bon, j'ai un boulot, j'ai un truc, donc j'y vais. Mais je détestais, je ne comprenais pas. Et j'y suis allée là cette semaine avec la petite et je me suis dit, waouh, c'est cool. Ce sera pas Los Angeles parce que c'est pas tout de suite post-confinement, ça va être Dubaï. Parce que c'est à 6-7 heures de Paris, parce qu'il n'y a pas un gros décalage horaire, parce que tout le monde parle anglais et parce que j'ai l'impression que là-bas, tout est possible. Moi, j'ai eu ce sentiment de tout est possible. Je peux évoluer en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur. Je sens que j'ai un truc à faire ici. Et c'est ce qui s'est passé, du coup. C'était au mois de mars. Au mois de juillet, on s'est retrouvés là-bas. On s'est installés là-bas. J'y ai passé 2 ans. Première année un peu difficile d'adaptation. Je te le cache pas parce que je suis 100% parisienne, née et grandie à Paris. Moi, je suis sur un vélo la journée, tu vois. Je suis pas dans une voiture à Dubaï, quoi. Donc, un peu compliqué. Et en fin de compte, j'ai rencontré les bonnes personnes. Je me suis fait un groupe d'amis incroyable, que des gens sains d'esprit. Et je tiens à le préciser, je ne sais pas si c'est moi qui suis allée vers les bonnes personnes, mais j'ai l'impression qu'à Dubaï, les gens sont tous très sains d'esprit. Les gens qui vont là-bas veulent juste une meilleure qualité de vie, peut-être aussi plus de fiscalité, machin. Mais en tout cas, ils y vont aussi dans une quête de qualité de vie, ce qui était le cas aussi pour nous. Vie de famille, j'ai l'impression que tu peux tout faire à Dubaï. Tout est fait pour séduire l'expatrié, tu vois. Tu fais des rencontres incroyables. Voilà, moi, j'ai jamais été autant inspirée professionnellement qu'en étant à Dubaï. Et tu peux être libanais, français, italien, anglais, tout le monde se fréquente. Et les gens s'aident, les gens se poussent vers le haut. Il n'y a pas de jalousie. J'ai adoré habiter là-bas. La 2e année, pour moi, ça a été une révélation. J'habitais en bord de mer, à Jumeirah, dans un quartier que j'adore. Alors certes, je prenais beaucoup la voiture, parce que tu as besoin de ta voiture, mais moi, j'avais des coffees en bas de chez moi. J'avais des restos en bas de chez moi. Je pouvais aller à la salle en bas de chez moi à pied. Enfin, je sais pas, tout est fait pour te séduire, le climat, les gens, etc. Et on est tous là pour la même raison. Et vraiment, j'ai adoré et je suis revenue, je pleurais dans l'avion retour, quoi. Et pourquoi t'es partie de Dubaï ?
Je suis partie parce qu'on s'est séparés avec mon ex et que j'ai fait 6 mois solo avec la petite là-bas et que ça devenait compliqué pour moi d'être maman solo. Alors même si j'avais une nounou qui m'aidait, etc. Même pour la petite, tu vois, je trouvais ça très bizarre qu'elle soit pas proche du papa. Et Mathieu devait faire des allers-retours, etc. Mais la logistique était trop galère, en fait. Elle était trop petite, elle était trop petite. Elle avait 2 ans, donc à 2 ans, t'as besoin de ton papa, de ta maman. Et nous, avec Mathieu, on s'entend super bien. Donc voilà, d'un commun accord, lui était rentré en France et moi, je me suis dit 6 mois après, allez, sois raisonnable, rentre. C'est quand même cool d'avoir les 2 parents à proximité quand t'as cet âge-là, quoi. Vous vous êtes séparés à Dubaï et t'es rentré en France, là? En fait, on s'est séparés en vacances à Paris. On est revenu à Paris, on devait, c'était au mois de juillet, on s'est séparés d'un commun accord en très bons termes. On est quand même partis ensemble en vacances en août, parce qu'on s'entend hyper bien. Et en septembre, on est rentrés tous ensemble à Dubaï. Mathieu s'est dit, bon, je vais peut-être trouver un petit appart à Dubaï. En fin de compte, lui avait quand même vraiment beaucoup de travail en France. Donc, les allers-retours, les trucs. Il m'a dit, tu sais quoi, je vais rester en France. Toi, je sais que t'es heureuse à Dubaï. Je composerai, je ferai des allers-retours. Trop mignon, tu vois, parce qu'il aurait pu me dire, attends, tu rentres avec la petite, puisqu'initialement, on est parisiens. Et j'ai fait mes 6 mois là-bas. Et c'était 6 mois extraordinaires avec ma fille. Vraiment, j'ai adoré. Ça a renforcé ma relation avec elle. J'ai aimé me prouver que j'étais capable de gérer, de driver une vie d'expat, une vie de maman, etc. Mais au bout de 6 mois, il a fallu se rendre à l'évidence. C'est quand même pas simple, tu vois, d'être loin du papa. Et aujourd'hui, on a un parfait équilibre. Même si j'étais mécontente de rentrer à Paris, voilà, on a une semaine la petite chacun. Enfin, c'est quand même beaucoup plus simple, quoi. C'est comment devenir maman quand on est aussi visible que tu l'es et que tu l'as été. Comment ça se passe la vie de maman? La vie de maman se passe bien. Après, moi, je ressens aucune pression parce que je mets pas ma fille en avant. Je l'évoque parfois sur les réseaux sociaux, mais j'évite de raconter toute sa vie pour avoir des réflexions ou, tu sais, des gens qui s'immiscent un peu trop. Donc, pour moi, ça a pas changé grand-chose côté réseaux sociaux. Au contraire, ça a été plutôt bien accueilli parce que les gens, ont suivi mon histoire d'amour qui a duré 8 ans et voilà. Et puis, j'ai annoncé cette nouvelle en plein confinement. J'étais enceinte de 5 mois, j'arrivais plus à le planquer. Enfin, donc non, ça a été une jolie annonce, mais de là, enfin voilà, les gens savent qu'elle s'appelle Azel, quel âge elle a. Parfois, j'évoque un peu son caractère ou des activités qu'on va faire, mais je l'expose pas plus que ça. Pourquoi? Parce que ça m'effraie. C'est quelque chose qui me fait peur, l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. Que moi-même, j'ai subi les conséquences de l'exposition sur les réseaux avec notamment un stalker qui m'a fait vivre un enfer. Enfin, tu vois, je sais qu'il y a des gens qui sont déséquilibrés. Si moi, je suis en mesure de me protéger, ma fille ne l'est pas, tu vois. Même si moi, je la protège et qu'on la protège. Puis la notion de consentement, tu vois, elle est trop petite pour me dire, ok maman, je suis d'accord pour apparaître sur tes réseaux. On est totalement alignés là-dessus. Moi, il y a plein de fois où on me demande, Roger, ce serait cool si tu mettais, tu montrais ta femme et tes enfants, tu sais que tu pourrais. Tu montes pas, toi. Jamais. Mais je viens d'y penser, c'est vrai. Tu l'as. Ah ouais. Jamais. Je fais ultra attention. Bon, je travaille avec beaucoup de gens dans l'influence, des grosses visibilités, donc je connais aussi les dérives que ça peut amener autant sur la personne aussi que sur l'entourage, qu'il y a des gens qui sont déséquilibrés, qui vont voir les gens qui voient dans les stories, qui voient, tu vois, genre, il y a des trucs très bizarres. Ouais. Donc moi j'ai pris le parti pris et on m'a dit non mais Roger, tu sais que si tu montrais ta femme et tes enfants, on pourrait te proposer des choses intéressantes qui pourraient être. Jusqu'à présent, je dis pas que je le ferai pas, mais j'ai pris ce parti pris de un peu comme toi. Mes enfants, ils ont pas à subir de mon exposition, tu vois. Ouais. Ils n'ont pas à subir de. Moi, j'ai fait le choix. Je monte ma tête et je monte même pas ma femme. Et les copines de ma femme me font, mais Roger, tu nous ripostes pas? Je fais c'est pas vrai. Ça les vexe. Alors, on me pose de temps en temps la question de drôle. Pourquoi Roger, tu nous repars? Déjà, je trouve que c'est un outil de travail pour de vrai. Ouais. Donc j'essaie de faire aussi attention. Et en fait, moi dans mon esprit, je leur fais un cadeau en fait. Genre ouais, tu les protèges. Tu ouais, je me dis, on sait pas ce qui peut potentiellement arriver. Et puis tu vois, genre on sait pas. Moi je le fais pas, même si de temps en temps on m'amène Roger, tu sais, monte ta femme, monte tes enfants, tu sais, tu peux pour avoir des collabs, pour faire des week-ends, pour faire des voyages, pour faire des trucs. Je le fais pas. Par contre, il y en a beaucoup qui le font. Est-ce que tu as un avis là-dessus, toi? Ouais, et honnêtement, j'ai pas d'avis péjoratif parce que moi, je suis la première à suivre des mamans et j'ai des copines. Moi, j'ai des copines qui ont des enfants qui les mettent en avant. Chacun fait ce qu'il veut avec son enfant. Je peux comprendre aussi que à un moment, t'es tellement populaire que plutôt qu'on aille chercher la photo de ton gosse et qu'on la poste, tu veuilles toi gérer, driver et la mettre en avant ou la vidéo ou la story machin. Je juge pas. Chacun fait ce qu'il veut. S'il y en a qui se sentent les épaules de les mettre en avant et d'en assumer les conséquences en espérant qu'il n'y en ait jamais, tu vois, tant mieux. Moi, je prends pas le risque.
Je sais pas, on se retrouvera la photo de ma fille, la couche de ma fille, le truc. Tu vois. Non. Question un peu touchy pour le coup, mais limite cette réglementation, elle va peut-être aussi une réglementation qui va arriver, va peut-être aussi dire que les enfants vont être potentiellement protégés, que vont plus être potentiellement non plus pouvoir être utilisés. C'est horrible ce que je suis en train de dire parce que c'est pas vraiment le cas, mais pas utilisé comme un argument pour créer quelque chose ou apporter de la valeur sans consentement. Il est possible qu'on ait peut-être, là j'imagine et j'interprète totalement, qu'on ait peut-être même plus l'opportunité de mettre ses enfants en avant quand on a un influenceur. Tu penses qu'on peut en arriver là, toi ? Tu penses qu'ils peuvent interdire carrément l'exposition des enfants ? Bah, s'il y a un consentement et si c'est réglementé, aujourd'hui les enfants travaillent pas. Parce qu'il faut qu'ils soient majeurs, par exemple, tu vois. Donc, mais on a quand même beaucoup d'enfants qui sont en agence de mannequins sans être exposés sur les réseaux, qui posent pour des campagnes et tout. C'est une totale interprétation de ma part, mais je me dis que là, aujourd'hui, imagine si ce genre de choses arrive. Bah écoute, va falloir s'y faire, c'est tout. La loi, c'est la loi, j'ai envie de te dire. Enfin, bon, après, la loi, c'est la loi, c'est un peu naze ce que je viens de te dire, mais bon, moi, je me sens pas concernée, mais je pense que les gens s'en remettront, tu vois. Après, effectivement, moi, je sais que si je mettais plus en avant ma fille, etc., je gagnerais et je ciblerais une audience que je n'ai pas encore, tu vois. Moi, mes publications ont explosé à 2 moments de ma vie. Sur Insta, pas sur mon blog. Mon blog, ça a été mon premier Coachella en 2010. Ça a été la guerre. Voilà, le festival de Coachella en 2010, c'était fou. Quand ma mère est décédée, mes publications ont fait comme ça, la curiosité, tu connais. Et quand j'ai attendu la petite et que j'ai accouché de la petite, l'algorithme est tout comme ça. Je sais qu'aujourd'hui, si je te fais des vidéos avec la petite, etc., machin, bon, mais non. Ouais. C'est pas l'axe que t'as envie de prendre. Non, et puis je trouve que ça me ressemble pas. Ma ligne éditoriale doit rester la même. Enfin, voilà, je suis bien avec ce que je mets en avant. Tu parles beaucoup de ta maman. Ouais. Tu l'as beaucoup évoquée. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler d'elle un peu ? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Ma mère, c'était une femme qui était au-delà d'être ma mère, qui pour moi était mon idole. Tout le monde te le dira. On aime tous ses parents, bien évidemment, mais moi, ma mère, je la sacralisais. Et je la sacralise d'autant plus qu'elle n'est plus là, parce que je passe mon temps à aller loin dans mes souvenirs pour récupérer des bribes d'infos, etc., pour essayer d'avancer autant dans ma maternité que dans ma vie professionnelle ou personnelle, tu vois. Je me demande toujours à chaque fois que je prends une décision, que dirait ma mère ? Et je sais que mes frères pensent comme moi, tu vois. Ma mère, c'est une femme qui est très, très inspirante, qui inspirait les gens. Alors, je dis pas ça parce que c'est ma mère et qu'elle n'est plus de ce monde et que j'ai envie de me faire tout un film autour d'elle. C'est la réalité. C'était une femme qui était très, très belle, très intimidante de par sa beauté. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est quelqu'un, que tu remarquais. Grande, brune, très imposante, très charismatique, très intimidante. Et elle avait, cette force qui était d'être aussi froide que chaleureuse. Je sais pas comment t'expliquer. C'était quelqu'un dans le travail, c'était quelqu'un de très carré, très structuré, qui savait imposer ses idées, qui savait se faire respecter. Et à côté de ça, dans sa vie personnelle, qui était tendre, qui était généreuse, qui était une maman, mais une vraie maman, quoi, une maman lionne, tu vois, genre. Et moi, j'aspire tellement à lui ressembler, sans pour autant genre faire du copier-coller, mais moi, elle m'a toujours fascinée, même jeune. Je la regardais, je me disais, mais comment elle gère tout ça ? Comment elle gère 2 sociétés avec tous ses salariés et en même temps ses 3 enfants seuls, même si on avait des papas qui étaient là, mais ça restait une maman solo avec des enfants à la maison, tu vois, des adolescents qui sortent, etc. Mais moi déjà je me sens débordée. Mais là aujourd'hui j'aimerais pouvoir parler avec elle et lui dire mais là viens on parle, explique-moi, tu vois. Et bon après j'ai pris suffisamment d'informations pour pouvoir avancer, mais ouais c'était une femme vraiment incroyable, vraiment incroyable, fascinante. T'as eu cette relation toute petite avec elle, genre ça a toujours été fusionnel, j'ai l'impression. Ouais, hyper fusionnel. Moi, je dis souvent, et ça peut paraître un peu bizarre, que ma mère, c'était ma meilleure amie. C'était ma maman. Elle me protégeait autant qu'elle me faisait avancer, mais c'était une personne en qui j'avais confiance. Je pouvais tout dire à ma mère. Tous mes secrets, tu vois. Et à mon père aussi, hein. On a toujours été dans une relation de confiance avec mes parents, mais ma mère, c'était mon héroïne, quoi. C'est-à-dire que, bon, déjà, je suis dans la fratrie. Alors, on est 5 en tout, mes familles recomposées, tu connais, mais j'ai grandi dans un foyer avec 2 frères. J'étais la seule fille et j'étais l'aînée. Donc, ma mère, c'était discussion salle de bain, quoi. Tu vois, fin de journée, ma mère qui prend un bain, moi qui suis là, qui me démaquille ou machin, et ça papote. Voilà, tu vois. Verre de vin dans la cuisine. Enfin, tu vois, c'était ça, les garçons, ils faisaient un peu plus leur vie, les mecs, quoi. Et mais du coup, ouais, non, c'était on avait une relation très très fusionnelle et depuis toute petite, effectivement, c'est un truc qui s'est mis en place naturellement. Il y avait ma grand-mère aussi dans le trio. Ma grand-mère nous a quittés plus tôt, mais les femmes ont une place très très importante dans ma famille. Ouais. T'as quelle place dans ta famille aujourd'hui ?
Ah bah ça a été très dur parce que quand ma mère est partie, en fait, je me rendais pas compte à quel point tout l'équilibre de la famille allait être bousculé. C'est un truc que je n'avais pas prévu. Moi, j'ai la place de grande sœur, toujours. J'ai des frères, des sœurs. On se repose sur moi, beaucoup. Et en même temps, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on a tous un périmètre. C'est très équilibré, tu vois. Mais je sais que mes plus jeunes frères et sœurs ont souvent pris exemple sur moi, tu vois. J'ai toujours été la grande sœur cool. J'ai 36 ans, mais ils ne me voient pas comme quelqu'un de 36 ans. Ils me voient comme quelqu'un qui a sûrement 25 ans d'âge mental, mais qui, à côté de ça, genre, drive parfaitement sa vie. Après, avec Diego, mon frère avec qui j'ai 1 an d'écart, la relation est différente parce qu'on a 1 an d'écart et que Diego, très vite, est devenu, entre guillemets, le chef de la famille, tu vois. C'était le mec dans la famille. Donc lui, tout de suite, il a pris son rôle en main, tu vois, de mec. Voilà, c'était lui qui me s'est mis à me protéger, à protéger ma mère, à protéger mon petit frère. Mais ouais, je sais pas, on a un équilibre qui est très sain. Et tout le monde compte sur tout le monde. Mais j'ai cette place de grande sœur quand même, tu vois. Comment ça se passe quand ta maman part pour toi? Parce que je pense que ça a dû, au vu de la manière dont tu en parles, je pense que ça a dû... Alors c'est toujours un drame hein, de perdre ses parents. Parent, peu importe l'âge. Comment toi tu l'as vécu ça? Écoute, on l'a vécu de façon assez sereine quand c'est arrivé. On était préparés. Et on a un rapport à la mort, je sais pas si on peut parler de ça ici, mais bien sûr, hyper sain. Voilà, tu vois, c'était des discussions qu'on avait avec mes frères, avec ma mère, avec mon père. On est très spirituel dans notre famille, on croit à beaucoup de choses. Pour en avoir eu les preuves déjà. Donc on est assez rassurés sur le sujet de la mort. Nous, dans notre malheur, c'est qu'on a pu discuter avec notre mère avant qu'elle ne s'en aille. Il y a des gens qui perdent subitement un parent jeune. Ça, je pense que c'est hardcore. Tu vois, pas pouvoir dire au revoir, pas pouvoir discuter, pas pouvoir échanger et prendre la force nécessaire pour avancer. Nous, on a eu 1 semaine où ma mère était en fin de vie, où vraiment on a pu tout se dire. Et on a réussi à convertir cette semaine qui était dramatique en l'un des plus beaux moments de nos vies, vraiment. Avec de la musique, avec des rires, 0 larmes. 0 larmes, alors que bon, ta mère est en fin de vie et tu sais que dans quelques heures ou quelques jours, tu ne la vois plus. Mais on a pu tout se dire et je pense que ça nous a fait du bien. Et lorsqu'elle est partie, littéralement, on s'est dit, c'est bon, ça y est, tu vois. Ouais. Elle est soulagée. C'est bizarre hein, ce que je suis en train de te dire, mais voilà, tu veux que le bien de ton parent en fait, tu vois. Je pense que ça a été un peu plus violent pour mon petit frère qui lui vivait à l'étranger et est revenu subitement avec un avion de nuit en France. Il fêtait ses 25 ans quelques jours après, donc plutôt chaud parce que 25 ans c'est très tôt, tu vois. Diego et moi on était un peu plus âgés, même si on n'était pas prêts à ça. Moi ce qui a été plus difficile pour moi c'est le contre-coup. On te parle souvent du contre-coup, tu vois, donc tu tiens parce que voilà, t'es là, t'as beaucoup de trucs à organiser, à gérer post décès, tu vois. Malheureusement je pense qu'on a tous vécu un truc comme ça. Mais ce qui est dur, c'est après les premières fois, tu vois, le premier anniversaire, les premières vacances. Moi, c'était de décrocher, enfin prendre mon téléphone et putain, non, mec, je peux pas l'appeler, tu vois. Tu sais que ça m'arrive encore, ça. Hein. Ça fait 4 ans. Quand il m'arrive un truc cool, j'ai envie d'appeler ma mère. J'ai encore c'est très bizarre. Bon, voilà, je m'y suis faite, tu vois. Mais au départ, c'est surprenant. Et là où ça a été vraiment une claquasse dans ma tête, c'est quand j'ai eu la petite. Quand je suis tombée enceinte, les 3 premiers mois t'es papa, tu sais ce que c'est. Les 3 premiers mois, Enfin, pour moi, c'est ma première. Hein. Les 3 premiers mois, tu dois pas pouvoir l'annoncer aux gens parce que en cas de perte de bébé et tout, ça peut faire mal. Donc, j'ai tout gardé pour moi. C'était mon mec, moi et mon frère qui étaient au courant. Mais j'avais besoin de me confier qu'à une personne, c'était ma mère. Tu vois, j'aurais aimé qu'elle soit là pour pouvoir lui dire « Je suis enceinte, ça fait 2 semaines, je flippe, j'ai besoin de ça, ça, ça. » Elle était pas là. Et je pouvais pas me confier à une autre personne qu'elle. Et quand j'ai accouché, j'ai été très, très heureuse. Mais forcément, tu vois, les mois qu'on suivi, tu te dis « Putain... J'aurais aimé qu'elle connaisse ma fille, j'aurais aimé qu'elle puisse m'accompagner dans ce moment de vie. » Enfin, tu vois, après, voilà, j'ai été suffisamment sage, entre guillemets, pour faire appel à de l'aide et déléguer et, tu vois, demander de l'aide pour faire un bain à la petite. Je sais pas faire un bain, moi, tu vois. Faire une soupe, une purée, ça, je ne sais pas faire. Tu vois, c'est pas inné, hein. Enfin, et à ce moment-là, t'as besoin de ta maman. Elle était pas là. Donc moi, je me suis entourée des bonnes personnes. T'entourée de qui? Déjà de ma belle-mère, donc la mère de Mathieu, qui est une grand-mère extraordinaire. Vraiment. Vraiment, vraiment incroyable. Ma belle-mère, donc la femme de mon père, qui est alors moi, c'est ma belle-maman, donc pour moi, c'est la grand-mère de la petite, c'est pareil. C'est une deuxième grand-mère qui est extraordinaire, sauf qu'elle vit en Suisse, donc elle voit un peu moins la petite, mais j'ai une confiance aveugle en elle. Et je me suis entourée, du coup, à la maison de Vanessa, dont je parle souvent, qui est une puéricultrice, à qui j'ai fait appel au bout de 2 semaines de vie d'Azel.
parce que je sentais que j'avais besoin d'aide. J'avais besoin qu'on m'explique. J'avais besoin d'une femme à la maison. Dans ma culture, c'est comme ça. Tu vois, tu rentres chez toi, t'as ta mère et ta grand-mère. Moi, j'avais pas ma mère, j'avais pas ma grand-mère, tu vois. J'avais d'autres femmes, mais qui étaient pas ma mère et ma grand-mère. Je sais que si ma mère avait été là, littéralement, elle se serait installée chez moi. Tu vois. Et c'est comme ça qu'on fait chez nous. C'est comme ça. C'est, tu vois. C'est dingue. C'est plutôt cool, non? Ouais. Bah, elle se serait installée chez moi, pas trop longtemps quand même, tu vois. Et en tout cas, j'aurais eu besoin d'elle. Et donc, Vanessa, c'est cette puéricultrice qui est venue à la maison, qui est venue à ma rescousse littéralement et que je considère aujourd'hui comme la marraine d'Azel, qui est plus qu'une simple puéricultrice, qui est quelqu'un qui m'a enseigné la maternité. Même s'il y a beaucoup de choses qui sont instinctives, un nourrisson, tu parles pas le même langage que lui, quoi, tu vois. C'est flippant. Enfin, moi, en tout cas, je flippais plus que mon conjoint à l'époque, qui lui était hyper serein, prenait la petite, machin. Moi, waouh, elle est plus dans mon ventre, je flippe. Et j'ai repris le boulot super vite. Je le ferai pas si j'ai un deuxième. Je prendrai plus de temps, tu vois, pour apprendre et tout ça. Mais donc voilà, je me suis entourée, ouais. Je suis en train de voir l'heure et je me dis et j'ai l'impression que ça fait 20 minutes qu'on discute. Je parle trop, hein. C'est surtout que c'est passionnant. On arrive sur la fin du podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux qu'on évoque ou en tout cas qu'on potentiellement qu'on n'a pas évoqué? On a encore du temps, genre on peut en discuter. Hein. Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager, que tu veux nous partager, qui est important? J'ai pas d'inspi là. Pour j'ai toi? aucune inspi. Moi, j'en ai plein. J'ai envie de t'amener sur plein de sujets. Ouais, sinon on demande. Ta relation avec tes frères? Ma relation avec mes frères, elle est très fusionnelle. Tous mes frères et sœurs. Je m'entends très très bien avec eux. Mes frères, c'est mon sang, c'est ma vie. C'est les personnes que j'aime le plus au monde avec mes sœurs. Avec ma fille, bien évidemment. Mes parents ont réussi un truc de fou quand même, malgré leur divorce et malgré leurs embrouilles à des moments. Ils ont réussi à tous nous unir, même si on n'a pas le même sang. Tu vois, par exemple, mes sœurs, ce sont mes demi-sœurs. En réalité, on a le même père, pas la même mère. Et j'ai un frère qui est un demi-frère. On a la même mère, pas le même père. Mais par exemple, mon frère Roméo et mes sœurs, qui n'ont jamais grandi ensemble, qui n'ont même pas le même sang, s'entendent très bien aussi. On partait en vacances tous ensemble, tu vois. Donc, mes parents ont eu cette intelligence-là de dire, OK, les gars, on est tous séparés, mais vous savez quoi? On forme une tribu. Et ça fait partie de mon ADN berbère, tu vois, marocaine. Enfin, voilà, on forme une tribu, c'est littéralement ça. Et mes frères, mes sœurs, c'est à la vie, à la mort. Vraiment. En plus, ce qui est rigolo, c'est que t'as au moins un de tes frères qui est aussi dans l'influence. Ouais. Est-ce que ton dernier frère, non? Non, il est photographe. Pour le on est peut-être qu'il va y être aussi. Oh, il est beaucoup trop discret. Lui, il est pas comme Diego et moi. Non. Comment on fait quand on a un petit frère qui est dans l'influence, qu'on gère ça? Comment on appréhende ça quand on est une grande sœur? On appréhende ça bien parce que Diego, alors pour moi, Diego, c'est pas mon petit frère. C'est extrêmement bizarre. Pourtant, on a un an d'écart et je suis l'aîné, mais pour moi, on est quitte. On est à égalité. Ouais. On a grandi ensemble. J'ai redoublé. Je me suis retrouvée dans sa classe, tu vois. On fréquente les mêmes personnes. On a les mêmes amis, le même cercle. Diego, c'est mon meilleur ami, tu vois. C'est mon meilleur ami. On a fait les 400 coups ensemble. Et puis, on a été là l'un pour l'autre. Diego est tombé dans l'influence par la force des choses parce que je l'y ai amené à un moment. Mais au-delà de l'influence, Diego, il dirige des sociétés, quoi. C'est-à-dire que Diego, ça a toujours été l'entrepreneur de la famille. Lui, première boîte, elle a été montée à 16 ans, tu vois. Voilà. Et puis, il en a monté d'autres, etc. Et en fait, je me suis retrouvée à un moment, moi, en galère d'agent parce que je m'étais fait arnaquer par mes agents. Et il a fallu dealer un contrat très important pour une marque de luxe avec laquelle je signais un contrat, du coup, en exclusivité sur 6 mois. Et je me suis tournée vers mon frère, qui avait fait du business management à Londres, en lui disant, tiens, gère-moi ce contrat. Là, tu fais l'agent, là. Tu lui tiens. OK. Il l'a fait, et il l'a fait avec brio. C'est-à-dire que j'ai eu des retours de la marque, etc. Et de là, je pense qu'il a maturé le truc en disant, attends, il y a un truc à faire. C'était en 2015, ça. Ou en 2016, peut-être. Et de là, il a monté son agence, qui m'a d'abord représenté moi, et ensuite beaucoup d'influenceurs. Je pense qu'on doit être une vingtaine à être représentés. Puis il a monté un pôle stratégie digitale pour les marques de luxe. Donc, c'est hyper agréable parce qu'en fait, on traite pas en direct avec Diego. Tu vois, ça peut être touché. Hein, T'aurais pu limite t'associer avec lui? Peut-être que vous êtes associés. J'aurais pu m'associer avec lui, mais c'était pas ma force. En tout cas, à l'époque. À l'époque, c'était pas ma force. Tu vois, ma force, c'était mon blog, mes réseaux. Et j'avais déjà beaucoup de choses à faire. Et honnêtement, j'aimerais pas m'associer avec mon frère. Pourquoi? Parce que je prendrais pas le risque d'effriter une relation
qui est tel quel, tu vois. Et je sais que dans une association, parfois, il peut y avoir des frictions, ce qui est normal, tu vois. Et je prendrai jamais le risque de faire ça avec l'un de mes frères ou de mes sœurs. Entreprendre en famille, c'est risqué. Je pense que c'est risqué pour avoir des exemples autour de moi qui sont... Déchiré. Ouais, qui se sont déchirés. J'ai pas envie, tu vois. J'ai pas envie de ça. Voilà. Peut-être, je te dis ça, j'en sais rien. On verra dans 10 ans. Je sais pas, mais là, pour l'instant, non. Elle a envie de quoi, Kenza, pour la suite? Kenza, elle veut juste être heureuse. Hein. Moi, je suis à la conquête constamment du bonheur et de l'équilibre. Ce que j'ai réussi à trouver, ce que j'ai réussi à trouver à Dubaï, pardon. Mais j'ai envie de continuer à kiffer toujours autant ma création de contenu. J'ai envie de continuer à kiffer ma vie de maman. Je t'en parle souvent en off. Moi, l'équilibre, c'est ce qui m'importe le plus, tu vois, dans ma vie perso, dans ma vie pro, dans ma vie sociale, dans ma vie sentimentale, dans ma vie de maman et d'entrepreneur. C'est réussir à tout manager correctement, tu vois, sans pour autant délaisser une de mes casquettes. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre échange? Ouch, elle est dure ta question. Je dirais que le premier truc qui me vient, c'est que on peut partir entre guillemets de rien. Je pars pas de rien, bien évidemment. Je suis née au bon endroit, j'ai grandi à Paris. Tu vois, j'ai une ouverture sur des relations très rapidement parce que je suis beaucoup sortie. Enfin, voilà. Mais si je repense à la Kenza qui a 16 ans et qui dit à sa mère et à son père, je vais arrêter l'école parce que je ne sers à rien, et que je vois la Kenza d'aujourd'hui, je me dis, bon, faut écouter ses parents des fois, tu vois, faut aller au bout des choses, faut passer son bac, parce que meuf, t'as eu ton bac quand même, tu vois, ça paraît fou, mais à un moment, vraiment, moi, je me sentais minable. Et puis, savoir rebondir sur une opportunité, tu vois. C'est hyper important. Moi, je sais que dans ma vie, tout ce que j'ai réussi, souvent, c'est lié à des opportunités qui ont été des chances, tu vois, genre le karma, le destin m'a amené quelque chose. Et j'en ai fait une force, tu vois. Je me suis pas dit, cool, j'ai de la chance, et puis je laisse passer. Non. Tu vois, je me suis dit, attends, là, il y a un truc. Que ce soit pour mes soirées, que ce soit pour mon blog, que ce soit même dans mes relations amicales ou même sentimentales, ça a toujours été des choses qui ont été amenées sur mon chemin comme ça, sur lesquelles je rebondis. Donc, tout est possible. Je pense qu'il faut juste pas lâcher l'affaire et se donner un peu les moyens. C'est très cliché, encore une fois, ce que je dis. En fait, je pense qu'à chaque fois, je pose cette question à tout le monde, quasiment à la fin. Je pense que c'est forcément cliché parce que c'est une vérité... presque général, et un truc dans lequel on croit tous à un moment ou à un autre en se disant le tout est possible. T'imagines, tu m'as dit un truc qui retienne que les gens pensent que ce n'est pas forcément possible pour tout le monde. Genre ce serait ultra bizarre. Bah tiens, ça me permet de juste rebondir sur un truc. Que tu penses que tout le monde peut réussir? C'est très dur comme question parce que parfois j'ai envie de te dire oui, parfois j'ai envie de te dire non. J'ai envie de croire avec mon optimisme légendaire que tout le monde peut réussir. Maintenant, je sais qu'on part pas tous du même endroit, tu vois, et qu'on n'a pas tous les mêmes capacités, tu vois. Moi, je suis pas malade. Je suis née dans un bon environnement. On m'a donné les cartes en main, tu vois. J'ai des parents qui m'ont donné tellement de confiance en moi, tu vois. Enfin, mon éducation, mon environnement me permet d'être là où j'en suis aujourd'hui. Je pense que pour d'autres, c'est plus difficile. Il y aura sûrement plus de barrières et plus de difficultés, mais à terme, oui, je pense que tout est possible, tu vois. En tout cas, enfin voilà, atteindre le bonheur, parce que je pense que c'est l'objectif de tous, tu vois, au-delà d'atteindre une certaine somme d'argent, ou tu vois, ou certains objectifs professionnels ou de vie. Je pense qu'on a tous envie d'être heureux à terme. C'est ça, tu vois. Je pense qu'on peut réussir à trouver ça. Qu'est-ce que je peux souhaiter pour la suite? D'être heureuse, hein, et de kiffer, de continuer sur ma lancée, quoi. Trop cool. Écoute, que ton vœu soit exaucé. Oui. Je te dis merci, Kenza. Merci à toi. Et merci je te dis pour surtout ton temps. À très très vite. Ouais, à bientôt. Merci. Là, c'est l'after podcast. C'est le moment où on papote un peu plus décontracté. Avant de partir, le but c'est qu'on n'ait aucun regret de sujets qu'on aurait pu aborder ou de choses que tu te dis, tiens, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû aller ici. Est-ce que là, il y a un truc qui te vient, qu'on n'a pas forcément abordé ou qu'on aurait dû mieux aborder ou même qu'on n'a pas du tout abordé, on peut en parler ou dont on peut en parler maintenant? Honnêtement, non, j'ai aucune inspiration. J'ai l'impression qu'on a vraiment abordé tous les sujets. On a abordé pas mal de sujets déjà. Toi et moi ensemble, donc déjà, je pense qu'il y a ce sujet-là. Il y a peut-être le sujet on n'a pas beaucoup parlé de tes frères, de ta maman, mais on n'a pas parlé de ton papa. Ouais. On peut parler de mon papa. Allez, Chérie, Titi pour les intimes. Titi pour les intimes. Il va détester que je dise ça. Tu penses qu'il va nous regarder? Il va regarder le podcast? Mon père, moi, mon père, c'est fan de sa fille. Hein. C'est vrai? Fan de ses enfants. Ah ouais, moi j'ai un père très très encourageant. J'ai un père
J'allais dire un truc, je sais pas comment ça peut être pris, mais je vais quand même le dire, qui a une énergie féminine très forte. C'est mon père, je sais pas comment t'expliquer, on n'est pas sur un père dans la pudeur, on est sur un papa qui s'exprime, qui te dit je t'aime, qui te dit t'es belle, tu vas réussir, j'ai confiance en toi. C'est un coach incroyable, mon père. C'est un mec... Vraiment, enfin, j'ai de la chance, moi, j'adore mes parents, mais ils m'ont fait beaucoup de bien. Et mon père, c'est quelqu'un sur qui je compte encore aujourd'hui, du haut de mes 36 ans. Tu comptes sur lui sur quoi, par exemple? Je lui demande conseil, tu vois. Typiquement, là, j'étais à Cannes, j'ai fait une montée des marches, j'ai posté ma photo, je lui ai dit, va vite voir la photo, dis-moi ce que t'en penses et tout. Mon père, il a une espèce de sensibilité, une fibre artistique, très développée. Et je suis pas d'accord avec lui sur tous les points. Il a sa façon de penser, j'ai la mienne. On a deux caractères bien trempés. Mais ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a une relation qui est propre avec chacun de ses enfants. Lui et moi, on a une relation. Il a une relation avec mon frère, une relation avec mes deux sœurs qui diffèrent. C'est un super papa, en fait. C'est un super papa. Tu vois, du haut de mes 36 ans, moi, je peux me poser sur ses genoux et lui faire un câlin. M'en fous. Tu vois, Est-ce qu'il y a quelque chose que t'en parles un peu moins, entre guillemets, pourquoi? J'en parle un peu moins parce que ma mère, comme je t'ai dit, je la sacralise beaucoup. Je l'ai perdue il y a 4 ans. Et pour moi, parler de ma mère, c'est la faire vivre en quelque sorte, tu vois. Donc j'ai besoin de parler beaucoup de ma mère. J'en parle beaucoup, c'est ma thérapie, c'est comme ça que j'avance. Je le sais parce que mes frères me disent souvent que je parle beaucoup de ma mère, et sans reproche, mais j'en ai besoin. Et puis la réalité, c'est que j'ai beaucoup de souvenirs avec ma mère, puisque j'ai grandi au sein de son foyer. Mon papa, je le voyais beaucoup aussi, mais c'était un week-end sur 2, tous les mercredis. Tu vois, c'était ma mère qui avait la garde, quoi. Donc forcément, j'ai beaucoup de souvenirs liés à ma vie de petite fille avec ma mère, quoi. Et ce qui est drôle, entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, t'es plus en couple avec ton mari, donc cette vie de maman que toi, tu vis aujourd'hui avec ta fille, comment t'appréhendes ça pour la suite, toi? Moi, je l'apprends super bien. Moi, je m'éclate. J'ai de la chance. J'ai une relation au top avec le papa de la petite. On s'est bien séparés de façon très saine. Et voilà, bon, parfois, on se prend un peu la tête. Tu le sais, je t'ai raconté, mais rien de grave. Mais on s'entend très bien. Nous, tout ce qu'on veut, c'est le bonheur de la petite. Et honnêtement, elle est épanouie. Tout roule. Et moi, alors, m'être séparée, ça ne m'a pas du tout effrayée parce que je sais ce que c'est que d'être une maman seule avec des enfants. J'ai été élevée dans ce contexte-là. Donc, pour moi, c'est normal. C'est triste, ça fait chier, parce que tu préfères effectivement faire 4 gosses avec le même papa. Ce sera pas le cas, et c'est ok, tu vois. Donc voilà, tout va bien. Tu te vois refonder une famille avec une autre personne? Ouais, je sais pas. Dans un idéal, oui. Dans un idéal, oui, je me vois bien sûr avoir d'autres enfants, parce que j'aime l'idée d'avoir une tribu, tu vois. Maintenant, je le ferai pas pour le faire. Tu vois, je vais pas aller mettre le grappin sur un mec pour faire un enfant. C'est pas l'objectif de vie d'être en couple pour toi? Non. Ouais. C'est vrai, quand on s'est séparés avec Mathieu, j'étais triste de ça. Je me disais, waouh, Asal, enfant unique, ça me terrorise un peu, tu vois. J'aimerais pas qu'elle soit enfant unique. Et tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, j'ai grandi dans un univers avec pas mal de frères et sœurs. Et quand on a perdu ma mère, je me suis dit, waouh, ma force, c'est d'être entourée de mes frères et sœurs. Tu vois, c'est qu'on soit une équipe, tu vois. Vivre ça seule, ça aurait été très compliqué. Et j'aimerais pas que ma fille rencontre ce type de problématique-là. Maintenant, je suis heureuse, tu vois. Je suis heureuse avec un enfant. L'âme de ma vie me tombe dessus demain, on fait un enfant, c'est super, c'est génial, tu vois, go. Mais bon, tu vois. Maman célibataire, entre guillemets, maman célibataire, un enfant, une fille, les réseaux sociaux. Parce que déjà tout seul, cette phase-là, elle est pas évidente, mais en plus, toi, t'es visible, on te regarde. Est-ce que t'as subi un peu des jugements ou t'as de l'appréhension par rapport à ça? Il y a plein de femmes ou plein de mecs, parce que là, on parle de toi, mais aussi des mecs qui se séparent et qui, y a cette pudeur un peu de vouloir cacher, c'est jamais un super moment qu'on veut évoquer, ou les gens l'apprennent plus tard. Toi, malheureusement, t'as pas d'autre choix, entre guillemets, qu'à un moment ou un autre de l'afficher. Comment ça se passe, ce type Honnêtement, aucun jugement. Tout s'est hyper bien passé. Les gens ont été hyper bienveillants. Et en fait, on a posté une photo avec Mathieu quand on s'est séparés, déjà 3 mois après notre rupture. Tu sais, on a fait ça, on s'est pris les doigts comme ça, c'est tellement nul, mais on l'a fait, genre en mode all good, les gars. Genre, on est séparés, mais on est une équipe, tu vois. Et je crois que les gens ont accueilli le truc avec beaucoup de bienveillance. J'ai fait une vidéo sur le sujet sur YouTube qui a beaucoup parlé, qui a été bien consultée.
Je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, c'était ma vie de maman solo, machin. Et je raconte que se séparer, c'est pas mettre un terme à sa vie, c'est pas dramatique en fait. Moi, cette séparation, je l'ai vue comme quelque chose de bénéfique pour nous tous. Parce qu'en fait, quand ça va plus dans un couple, ça va plus. Et si t'es arrivé au bout et que t'arrives plus à régler les problèmes, c'est par toi, ça ira mieux. Moi, c'est une renaissance pour moi. J'adore mon ex, hein. Je m'entends trop bien avec lui, mais on ne pouvait plus avancer ensemble. Ni lui, ni moi, tu vois. Et aujourd'hui, on s'entend tellement bien, quoi. J'ai retrouvé mon ex du début, genre mon pote, quoi. Donc non, c'est cool. Et les gens l'ont perçu comme ça, en se disant « Ah, waouh, elle est pas dans le drama ». Et ce qui est cool, c'est que moi, je vous ai vu. Ouais, bah Donc oui. alors, quand les gens disent on s'entend, quand tu dis ils s'entendent bien, on pourrait imaginer que c'est cordial et sympathique. C'est bien au-delà de ça. Genre, vous êtes vraiment potes, quoi. Genre, moi, quand je vous ai vu, ça discute, vous papotez, vous êtes. On croirait que vous êtes. Si on vous connaît pas, on pense que vous êtes amis, genre de giga amis, quoi. Ouais, grave. Donc, ce qui est très drôle, elle a fait c'est Mathieu. J'ai fait ok, donc. Non, on s'entend vraiment bien, mais on est amis, hein, véritablement. Parce qu'avant d'être ensemble, on a été amis. Et aujourd'hui, il me raconte ses histoires de cœur, je lui raconte les miennes, tu vois. Et les gens sont là, c'est trop bizarre. Je fais, non, les gars, si la relation, elle est terminée de façon claire et qu'il n'y a plus de sentiments, si je peux pas me confier à lui, qui est le père de ma fille, qui connaît tout de moi, qui a connu ma mère, qui connaît mes frères, c'est le mec qui me connaît le mieux au monde, hein, après mes frères et mon père, tu vois. Mais si je peux pas me confier à lui et faire confiance à cette personne, à qui je peux, tu vois. Je sais que ça paraît bizarre, mais bon, dans le même cas de figure que ses propres parents à lui sont divorcés mais très potes, et que mes parents, à la fin de la vie de ma mère, étaient très potes. Donc j'ai envie de te dire, on reproduit le schéma. Finalement, c'est une super preuve d'intelligence, qu'en fait, c'est pas qu'il n'y a plus d'émotion, mais il y a une émotion qui est saine, genre pour ta fille. Je suppose que c'est aussi c'est trop cool. un lien de malade de pouvoir faire ça. Je pense que je connais personne. Et bah voilà, tu me connais moi. Franchement, les ex, il y a le truc il y a des ex à qui on peut garder en contact et des ex avec qui on peut pas garder contact. Malheureusement, quand on a un enfant avec quelqu'un, t'es quasiment obligé. Mais il y a plus de sujets qui sont compliqués que d'histoires comme ça. Je pense que c'est cool aussi que les gens qui nous écoutent puissent comprendre que, ou en tout cas imaginer, s'ils ont un truc où ils se disent, bon là c'est la fin, comment ça se passe, qu'il y a aussi des belles fins. C'est comme en entrepreneuriat, je passe mon temps à le dire, c'est parce que ça marche pas très bien qu'on se sépare de quelqu'un que la fin de la collaboration, elle peut pas, elle, bien se passer. Genre c'est un sujet que j'aborde très, très souvent, c'est Roger, on va se séparer de quelqu'un et tout, c'est galère, j'ai peur et tout. Je fais, tu sais quoi, ça peut être aussi une belle fin. Le projet de terminer, peut-être un vrai projet. On peut partir sur un truc de ça n'a pas marché, cool, on a tout fait, hop, viens, on s'en va, viens, on part sur une belle fin. Et cette intelligence, je trouve, finalement, je pense que tu managerais bien de l'humain. Eh bien, écoute. Ça peut être aussi intéressant de l'entendre pour les gens, de se dire une fin, une belle fin, c'est faisable, et en plus, surtout quand on sait pour la suite. Est-ce qu'il y a un sujet là qui te vient en tête, que tu veux qu'on évoque écoute. Où on a terminé cet after podcast sur ce sujet-là? Non, là on était sur les sujets un peu plus perso. Je sais pas, si tu veux développer un peu, mais j'ai pas spécialement d'idées. Moi, le but c'est que tu repars sans regret de ce truc-là et que tu dises j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, même des choses que j'avais pas l'habitude de dire, ou en tout cas j'avais envie de dire. Je repars en mode j'aurais dû dire ça, tu vois. Comme ça. Écoute, là, franchement, j'ai rien qui me vient en tête. C'est vrai? Ouais. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. C'est l'intention parfaite. On est pas mal, je crois. Allez, on se fait le câlin pour dire au revoir. C'était génial. Merci beaucoup, merci Kenza. à toi. Merci pour ton accueil. C'était trop cool. Et pour tes recommandations off caméra et off podcast. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Merci et on se retrouve au prochain épisode.